C'était 28 S-Way qui était équipé de 4220 kg et Capitalos 2007 ou encore de paniers garnis de roquettes et toute combinaison précise de sauvegarde. Les Américains recouvrant une possibilité parmi très impliquée et aussi créer une version équivalente au Fenech C'est l'une de mes décorations préférées. C'est un peu de festival. Évidemment, ça décolle assez vite, mais en théorie, sur un hydravion, on aura l'occasion d'en reparler. On commence par tirer.
Événements qui ont fait souffrir l'humanité. Et pourtant un jour, il y eut des lueurs d'espoir. Que dis-je des lueurs? Un vent allait accompagner la libération. Et quel plus beau symbole de la libération que cette annonce du débarquement. C'était le message secret qui avait été adressé à la résistance par Radio Londres. C'était le contact par la TSF. Et dans la nuit du 5 au 6 juin, on a réuni au sud de l'Angleterre pas loin de 900 Dakota, comme celui qui revient face à nous. 900 Dakota, vous imaginez 1800 moteurs. Il a fallu 6 heures pour mettre en route l'ensemble de cette armée. Les parachutistes anglais, pareil, le débarquement. C'est ceux qui allaient le sang, qui aujourd'hui encore est la plus grande opération militaire de l'histoire de l'humanité. Voilà, aujourd'hui on a voulu réunir 3 avions. Malheureusement, l'un d'entre eux a été mis hors de service hier. C'était les 3 avions de la victoire. Le Dakota, celui de juin 1944, celui de la libération. Le chasseur qui l'escorte. On reviendra dessus dans quelques minutes avec un tableau exceptionnel de la bataille d'Angleterre. Lorsque, entre le mois de juillet et le mois d'octobre 1940, l'histoire semble s'arrêter, se suspendre tout simplement à une bataille qui est une bataille qui va voir s'affronter 2 milliers de pilotes, 1 millier de pilotes alliés, bien sûr des Anglais, des Néo-Zélandais, des Australiens, quelques Français, des Polonais, Le Douglas DC-3, qui était connu pendant la guerre sous le pseudonyme de Dakota, mais il s'est aussi appelé Gwynne Bird, eh bien, c'est un avion mythologique. C'est un avion civil qui est né en Californie en 1935. Il a fait son premier vol le 17 décembre. Et c'est un avion qui a été réussi du premier coup. Les États-Unis de rejoindre le conflit qu'elle Sur le parachute de l'autre, non? Il n'est pas sur le parachute de l'autre? Rappelons-nous, juin 1940, la France est défaite, la surprise est totale, l'armistice est signé, remise de gaz. C'est un avion qui est très petit, très compact, très puissant. Celui-ci est équipé avec environ 1450 de groupe Normandie. Et à peine de signer les accords, ce groupe Normandie fut rebaptisé tout simplement lorsqu'ils arrivèrent au bord de la rivière Niémen. La rivière Niémen. Sont au mouillage
des hydravions, et précédemment basés au Havre. Ils étaient basés également à Cherbourg, ils étaient basés à Brest, mais ils étaient à portée des avions anglais. Le Junker 52, ce modèle que vous voyez évoluer, nous vient de la région Douglas C-47 Dakota qu'on a vu voler il y a quelques minutes. Avec une différence majeure, évidemment, c'est qu'il est trimoteur. C'est un avion beaucoup moins efficace que le DC-3, mais c'est néanmoins un avion qui servit aux forces allemandes partout où ils en furent déployés. Afrique du Nord, toute l'Europe. C'est l'avion qui essaie de ravitailler Stalingrad. Stalingrad, cette ville qui sera entièrement encerclée par les troupes russes et qui conduiront à la reddition du maréchal von Paulus, faute de ravitaillement. C'est donc un avion qui fut employé massivement partout. C'était aussi l'avion personnel d'Adolf Hitler, c'était aussi l'avion d'Hermann Göring, le grand patron de la Luftwaffe. C'est le dernier qui vole de mai à juin 40 à l'armée française, qui n'a pas démérité malgré la défaite avec ses Morane 406, ses Blocs 151, 152 et ses Dewattin 520. Et elle révéla des hommes exceptionnels, ces pilotes allemands qu'on appelait pour certains d'entre eux die Experten. C'était des gens qui étaient devenus efficaces. Aujourd'hui, lorsqu'on va dans les statistiques, on constate qu'il y a plus de 100 pilotes allemands qui ont eu chacun plus de 100 victoires. Voilà, on a un passage basse vitesse, non pas que le ULM, mais ce sont des ULM que je qualifierais d'assez velus. Ils sont velus par les pilotes qui les mènent aujourd'hui, deux pilotes aériennes. Et en avion, on subit assez régulièrement des facteurs de charge, même dans un avion de ligne, par exemple, lorsque vous subissez des turbulences, eh bien, vous avez une accélération verticale qui peut se produire et que le corps ressent. Eh bien, en avion de voltige en particulier, ou en ULM capable d'évolution acrobatique, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Voilà. La patrouille EFK, dirigée par Laurent, elle est basée à Biscarrosse. Elle est top, ils s'alignent, les fumigènes, parce qu'ils sont très bien équipés, ces ULM. Percussion. Et donc Laurent a eu une carrière de pilote de combat, il était sur Mirage 2000 dans ce merveilleux pays. Et lui, il a décidé de créer une école de pilotage et de pilotage d'ULM. Et il a fait peut-être la meilleure des écoles qui existent en France, en tout cas une des plus sérieuses, et qui permet d'évoluer aussi bien sur ces machines, ces biplans FK9, que sur d'autres appareils. Je crois qu'il a une bande à piloter, soit simplement aller faire un petit tour sur le bassin ou sur la dune avec un pilote émérite qui en plus a écrit un livre, et oui, où il nous explique un point. Donc cette aviation, elle se conjugue dans la modernité avec ces appareils. En effet, les stagiaires eh bien, vont être hébergés dans des hôtels, vont consommer du carburant. Et c'est vraiment une façon intéressante d'aborder l'aviation parce que
puis essayer d'être un petit peu raccord entre les époques, les avions, les musiques, réaliser quelques effets spéciaux. Tout à l'heure, les effets spéciaux qu'on a passé, le mitraillage des ourtiquets, si vous voulez, on vous le repassera tout à l'heure. On a positionné un autre de Havilland. Alors c'est pas le Mosquito, enfin les... opérer un virage, il revient face au vent pour un hydroplanage, un mérissage, voilà, il remet du moteur et il nous redécolle. C'est quand même sympa de voir un avion atterrir et décoller devant nous. En particulier au Canada. Parce qu'il y a un bateau, là oui, il y a un bateau là-bas qui se promène. C'est un gyrocoptère. Alors qu'est-ce que c'est que... Il s'agit donc d'une voilure tournante, à la différence des voilures fixes que sont les avions. Simplement, la voilure, là, elle lui sert d'aile tournante, mais la propulsion n'est pas assurée par un rotor dynamique. C'est un expert, et lui, c'est un expert en pilotage. C'est pas un espion, c'est un expert en pilotage. Il est tellement expert qu'il a écrit. Capable, enfin, en tout cas Pierre lui est capable de faire des manœuvres qui sont tout de même quasiment des manœuvres acrobatiques et c'est pas tout à fait donné. Ceux qui sont plus courts que prévu. Ah, quel bruit caractéristique de rotor. Ah. Et oui, c'est une première.
c'est un Grumman Tracker. C'est un avion bombardier d'eau, et jusqu'il y a donc peu, chargé de combattre. L'un de ces Canadair a été lourdement endommagé, le second plus légèrement, le troisième, lui, est intact. Et pour conserver une capacité significative pour cet été, eh bien, la sécurité civile, les avions qui ont été construits à Tarbes, pas loin d'ici, ils sont des avions écoles qui ont été longtemps utilisés à Cognac dans l'armée de l'air. L'avion Moustique qui vient de passer, son équipier, lui c'est un jeune pilote, il a eu la chance et le bonheur de pilote privé. Et chez Socata, voilà. Il a attendu 30 ans, et 30 ans après, eh bien il est seulement sans exception aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'il a fallu les racheter pour les faire revenir en France. De garder ce patrimoine, c'est pas seulement de se faire plaisir, c'est aussi donnant. Et donc c'est un avion qui servait de salle de classe. Voilà. On mettait un élève pilote du Sud, des forces françaises, puisqu'il y avait un bataillon qui avait été détaché, et bien combattait contre l'ennemi normand. Des avions en réaction, les premiers MiG-15 redoutables, pilotés par des Russes. Et en face des MiG-15, on a mis les Mustangs, les Corsair et Raptor. C'était 28 S-Web était équipé de 4 bombes de 120 kg et 4 mitrailleuses de 17, ou encore de paniers garnis de roquettes qui toutes combinaisons précises de soldats. Les Américains recouvrant une possibilité parmi ce très l'effondrement de la France envahi par le Japon. Le Japon avait occupé cette Vietnam du Nord a été extrêmement compliqué, sachant qu'une force politique s'était créée. Cette force politique s'appelait le Viet Minh. Elle était dirigée politiquement par un homme qui s'appelait Ho Chi Minh, qui avait confié l'armée au général Giap, et ils avaient décidé de mener une guerre contre la France, une guerre d'indépendance. Il prévoyait la séparation du Vietnam en deux, le Vietnam du Nord, sous administration Ho Chi Minh, avec évidemment une ingérence manifeste et forte de la Chine et de l'Union soviétique. Et une terrible de violence, de drame, de mort, de destruction, à croire que l'homme est doué dans le domaine, engagé de façon origine un T-28T, ça veut dire trainer, pour aller au combat. Néanmoins, il fut modifié pour précisément aller au combat, en particulier pour servir d'avion d'appui-feu, c'est-à-dire pour aider les troupes au sol.
placé à l'avant. Et envergure environ de 8 mètres, hein, donc ça veut dire sur l'entrée du petit port. Voilà, les phares sont allumés, la patrouille revient face à nous. Et il part maintenant par sa droite. Ces avions sont des avions Piper, sont des PA-18. Et ils ont fabriqué en particulier pendant la guerre de très nombreux Piper. Certains les connaissent peut-être sous le surnom de Piper Cub, CUB, le Cub. Ou Piper J3, le modèle 3. C'était des tout petits avions biplaces avec une motorisation modeste. Au tout début, c'était 65 chevaux, 4 cylindres à plat. En gros, un moteur de Volkswagen début des années 60. Avec tout de même une grosse... Je dégauchis. Et donc le Piper J3, par exemple, transportait Eisenhower en 1944 lorsqu'il vint inspecter au milieu du mois de juin la Normandie et les plages du débarquement. C'est un avion qui peut quasiment se poser sur un terrain de football et en redécoller, même si c'est quelque chose qui est interdit aujourd'hui, évidemment. Et cet avion a évolué au fil du temps parce qu'il était bien né, c'est-à-dire 3 fois plus que sa version initiale. Il a besoin d'être très fort pour être pilote, mais non, mais surtout c'est qu'il faut avoir le peu de charge mentale quand on pilote des avions, ça aide. Concentrons-nous sur autre chose. Soit sur un côté de l'avion, lorsqu'on a un hydravion sous-motorisé, c'est une technique que l'on peut utiliser. Le deuxième lui-même, regardez la douceur de l'amérissage. Voilà, on a remis un petit peu de moteur, on reste sur le redent, l'avion est bien à plat. Allez, le troisième, pareil, regardez bien l'amérissage. Allez, tac, face au vent. Maintient un petit peu le moteur, là aussi, un peu d'énergie. Nos 3 Piper, ils vont rejoindre la rive et tout à l'heure vous pouvez aller voir. Maintenant on va reprendre la fureur. Par la droite, allez, une bête sortie du cinéma. Tout à l'heure du Vietnam et de cette triste guerre. Celui-là, il a été précisément mis au point et utilisé au départ pour servir de... Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, 45 ans après la fin de la guerre au Vietnam, enfin, en gros, un tout petit fuselage, 2 sièges pilotes en tandem, c'est-à-dire dans les pontons qui servent évidemment à soutenir une dérive assez haute. C'est un avion qui a des capacités assez acrobatiques, assez intéressantes parce que on a l'impression, comme vous le voyez, qu'il escalade le ciel. Et c'est vrai que tant par sa manœuvrabilité que sa... Et en particulier Alain Bess, qui est peut-être dans notre public aujourd'hui, dit écoute, je vais essayer de trouver une solution, c'est pas gagné. Et samedi matin, il nous appelle en disant écoutez, c'est bon, j'ai le deuxième pilote, il a... Voilà, c'est un appareil qui a joué un rôle donc assez important au Vietnam. Construire l'avion pour retrouver des sensations proches de celles que les pilotes ont vécues. Des sensations proches de celles que les pilotes ont vécues pendant la guerre. Donc il a fabriqué un petit avion, 6 mètres, 120 chevaux, puis 150, 160, 200, 300. Et aujourd'hui, dans l'appareil de Franck, on a près de 400 chevaux.
Alors Curtis Peace avait connu j'allais dire un succès mitigé dans les années 49-50. Et ces élections américains, vous aviez des pilotes qui avaient tout vu, tout le Pacifique, qui avaient vu Berlin. Puis là, vous aviez une petite jeune fille de 18-19 ans, assez frêle, qui pilotait remarquablement bien à côté de ces rouleurs de mécanique surdiplômés. Elle est allée, Betty, au championnat des États-Unis de voltige, et imaginez qu'elle l'a remporté. Voilà, elle était très... Et ce petit avion, il était pas tout à fait étanche, il perdait un peu d'essence et surtout un peu d'huile. Et ça sentait donc mauvais, elle l'avait appelé le petit but du toit. Et Pitts, c'est une frêle petite jeune femme qui l'a aussi bien popularisé qu'il en fait aujourd'hui. Un avion à la fois apprécié par les pilotes mais aussi par le public parce que c'est un avion évidemment spectaculaire comme vous pouvez le voir. Le deuxième Pitts est piloté par Frank Souran. Les deux pilotes habitent Biscarrosse, je le précise. Et Franck a construit le deuxième. Qui descend aux alentours de 1200 pieds, donc il est moitié du premier, ce qui est quand même assez compliqué. Donc souvent les... Allez, je crois que c'est pour un cœur. Souvent les patrouilles ont un problème, elle est on. Les avions sont en patrouille serrée, on voit bien la différence de taille entre les deux. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, la météo nous joue des tours. Alors, il n'y aura pas de démonstration synchronisée, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, le solo du capitaine Sébastien Souchet. Cet avion, il appartient à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Et oui, depuis 1968, cette institution a la chance d'avoir une équipe de voltige pour sa mission de représentation. Ça, c'est sur les meetings aériens, mais ce sont également de véritables compétiteurs de voltige aérienne. Et les couloirs de cette unité sont auréolés de titres et de médailles, et en particulier un homme, il s'appelle Fleuron, donc présentation de l'armée de l'air et de l'espace, au même titre que la patrouille de France, et c'est pour cette raison que vous pourrez les apercevoir tout à l'heure. Ils ont une combinaison de couleur bleue très similaire à ceux de la patrouille de France. Provence, base aérienne qui forme absolument tous les officiers de l'armée de l'air et de l'espace et qui forment en particulier les pilotes durant leur première phase de formation. Et dans le ciel aujourd'hui, un avion qui est extrêmement manœuvrant. Il s'agit d'un Extra 330 SE pour Short Cockpit, autrement dit il s'agit d'un monoplace, puisqu'il y a également une version biplace de cet avion, et ça c'est plus particulièrement pour les vols d'entraînement. De réaliser pratiquement plus d'un tonneau.
de réaliser l'évolution cet après-midi. On pourrait penser que le capitaine s'appelle le guide Aresti. C'est en quelque sorte la véritable bible des pilotes de voltige. Ils mettent bout à bout des programmes et des figures et cela donne un programme qu'ils réalisent ensuite en compétition ou en meeting aérien. Cet avion représente ce qu'est la voltige aérienne moderne, des avions extrêmement légers, des moteurs surpuissants et des ailerons qui sont énormes et qui permettent ainsi une manœuvrabilité très importante. La voltige aérienne est un sport dans lequel l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace excelle tout particulièrement. Cette discipline, il faut imaginer un cube de 1 km sur 1 km dans le ciel. Et c'est ainsi que les voltigeurs réalisent des programmes dans ce volume. Bien évidemment, au sol, il y a des juges qui vont donner ou retirer des mauvais points, et ce, afin d'obtenir un classement. Ça, c'est pour ce qui concerne la voltige Aresti, une voltige extrêmement codifiée. Il y a également la voltige freestyle, et c'est ce qui est en train de réaliser le Quai Sébastien Souche aujourd'hui dans le ciel de Biscarrosse, des figures qui demandent au pilote un entraînement tout particulier puisque chaque figure c'est à peu près entre 30 à 30 répétitions. Constamment à l'occasion de la démonstration, son pilote ressent des G, c'est-à-dire le facteur de charge. Des facteurs de charge qui vont tasser le pilote dans son siège, et à l'inverse d'un avion de chasse où le pilote a un pantalon anti-G qui va presser les jambes et faire remonter le sang vers la tête. À bord de cet avion, il n'y a que le pilote et sa machine pour faire corps et ressentir ces facteurs de charge importants. Dans le ciel, comme aujourd'hui à Biscarrosse. Évidemment, ils sont répartis sur tout le territoire national, et ce, afin de réaliser leur mission. Oui, il y a à peu près une vingtaine de sections aériennes de gendarmerie, ce qui représente 11 détachements en métropole. Donc 150 pilotes, 270 mécaniciens navigants et 60 opérateurs d'aérosurveillance qui vont utiliser 3 types d'hélicoptères. Il y a bien sûr l'écureuil, le C-145 et encore le C-135. Et vous l'aurez remarqué aujourd'hui dans le
ciel de Biscarrosse, qu'elles sont communes avec la gendarmerie, la marine nationale, la sécurité civile ou encore l'armée de l'air et de l'espace. Et là aussi, c'est un travail d'équipage que nous allons observer aujourd'hui. Le pilote est évidemment aux commandes, il va s'occuper de la conduite machine. Il y a un homme qui est au niveau de la porte latérale, c'est le mécanicien navigant. Il vient de déployer le treuil et l'objectif va être de descendre suffisamment bas pour que le sauveteur puisse venir accrocher le brancard ou encore le plongeur qui vient de sauter à l'eau. Le pilote ne voit absolument rien de la situation qui se déroule sous sa machine. Il va donc être guidé par des gestes, mais également de sa voix, par le pilote qui est aux commandes. Ces sections relativement réduites et qui font de ces équipages des équipes extrêmement soudées. Et on comprend que c'est un atout de taille dans le cadre de ces opérations. Depuis 1952, la gendarmerie nationale utilise des hélicoptères dans le cadre de ses missions. C'était autrefois des Bell 47 ou encore des Alouettes 2 ou encore des hélicoptères de tir Sikorsky. Ces machines avaient été utilisées par la gendarmerie nationale notamment pour intervenir de la surveillance générale ou encore, et c'est ce qui vous a été présenté aujourd'hui, des missions de secours en milieu maritime mais également en montagne ainsi que des missions de liaison. La récupération est effective et l'équipage va ainsi pouvoir rentrer à sa base avec le devoir du service accompli. Ces hélicoptères, ce sont des missions de service public et surtout que ce soit en milieu montagnard, mais également en milieu de Biscarrosse. On a eu de la chance aujourd'hui, 3 On note 70 km/h, vertical et ressources 3,5 G. Et attention, le croisement à nouveau. Ça croise, vous pouvez les applaudir encore. Et c'est parti, on compte avec moi le nombre de tours. Allez, un tour. 2 tours. Totalise
totalise 800 heures de vol. Ricky, c'est un ancien pilote de chasse, pilote de ligne chez Air France. Il totalise 13 500 heures de vol. Et il voulait que je fasse une petite dédicace à ses amis apparemment qui sont là aujourd'hui, les anciens du lycée Saint-Exupéry de Lyon. Voilà, petit message de Ricky Didier. C'est moins cher que là-bas. Là. Et la balle, on tire 45 degrés, le doré dans le ciel de Biscarrosse, on est satellisé en haut.